Retrouvez Smart at Work en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission bimensuelle autour du concept du bien travailler. Cette semaine, on va s'intéresser ensemble à l'intelligence collective. Comment est-ce qu'on peut y recourir en entreprise? Dans quelle mesure est-ce que l'intelligence collective peut favoriser l'innovation? Est-ce qu'il y a une façon particulière de manager, par exemple, pour stimuler l'intelligence collective? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui avec mes invités dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie d'Émile Servan-Schreiber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Hypermind, qui est une plateforme d'intelligence collective. Comment est-ce qu'on peut définir l'intelligence collective en entreprise? Alors d'abord, l'intelligence collective, c'est quoi? C'est déjà de l'intelligence. Donc, j'ai tendance à dire que c'est une intelligence artificielle. Parce que l'intelligence collective, c'est comment on va être intelligent ensemble. Donc, c'est une question de nombre, d'abord. Plus on est, et meilleur on va être. Peut-être qu'on verra ça tout à l'heure. Ouais. Mais en plus, il faut que ça s'organise. C'est-à-dire que quand on a un certain nombre de gens, si on n'organise pas le processus, on obtient quelque chose qui n'est pas terrible quand on est trop autour d'une table. En revanche, quand on organise bien le processus, on arrive à être beaucoup plus intelligent que chacun individuellement dans le groupe. Et justement, alors on parle de groupe de combien de personnes? C'est limité parce que j'imagine que non, alors ça commence plus on est intelligent, peut-être dans certaines limites aussi. Non, alors ça commence à deux. Dieu a créé la femme pour être en intelligence collective avec l'homme. C'est dans la Bible, c'est le début. Ensuite, ça va des petites équipes autour d'une table au bureau. Mais ça peut aller de 6 personnes à 600, à 6000. Assez facilement, et même à beaucoup plus que ça, puisqu'il y a des exemples d'intelligence collective aujourd'hui formidables. Google, Wikipédia, c'est des dizaines, des centaines de milliers de gens à la fois qui créent des choses intelligentes dont on bénéficie tous. Mais comment est-ce qu'on fait travailler ces personnes-là ensemble? Parce qu'autant une petite équipe, effectivement, je comprends, autant à 6000, ça doit nécessiter une organisation dingue. Ça demande plus d'organisation, ça demande surtout qu'on ne leur demande pas de discuter entre eux. Donc ça demande, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des plateformes qui demandent à chacun et chacune de réfléchir de son côté à des solutions à un problème, et ensuite de contribuer l'état de leur réflexion sous la forme de chiffres, sous une forme quantitative qu'on peut ensuite agréger avec des algorithmes. Et c'est pour ça que ça ressemble aussi à des intelligences artificielles, dans le sens où on prend le meilleur de ce que le cerveau humain arrive à produire comme data. Ensuite, on peut mettre dans l'ordinateur pour consolider et en sortir, par exemple, une décision ou une innovation. Donc ça veut dire qu'à un moment, on fait intervenir quand même des outils technologiques pour aider cette intelligence collective? Pour pouvoir le faire de façon massive, oui. C'est ce que j'appelle le super collectif, c'est-à-dire quand tout le monde est connecté, et du coup, on peut faire pas seulement du collectif, mais du collectif à très grande échelle, à travers des outils numériques, forcément. Mais comment est-ce qu'on mobilise l'intelligence collective en entreprise? On se dit un jour, tiens, je vais faire de l'intelligence collective. Oui, d'abord, une entreprise, c'est déjà une intelligence collective. Ensuite, elle est plus ou moins bien organisée, plus ou moins bien optimisée. Aujourd'hui, on commence à apprendre beaucoup de choses scientifiquement sur comment optimiser l'intelligence collective, comment faire en sorte qu'un groupe produise le plus d'intelligence possible, que ce soit sous forme d'innovation, pour être plus créatifs ensemble, ou pour que ce soit aussi, ma spécialité, la prévision. Comment est-ce qu'ensemble, on peut faire des meilleures prévisions sur le futur pour, du coup, prendre des meilleures décisions et choisir les meilleurs chemins et les meilleures actions. L'intelligence collective humaine, elle est plus intelligente, plus forte que l'IA? Sur beaucoup de domaines, oui, bien sûr. L'IA est très très forte dans les domaines où on a beaucoup de données. Mais par exemple, cette année, avec le Covid, tous les modèles sur combien de voitures on allait vendre, par exemple, combien de téléphones allaient se vendre, enfin des tas de choses, tous les modèles statistiques qui avaient été établis avec beaucoup de données sur les années normales, entre guillemets, d'avant, ne s'appliquent plus au monde d'après. Et donc on a vu, par exemple, beaucoup de clients venir vers nous disant « nos modèles ne fonctionnent plus, nos données ne sont plus pertinentes, du coup, comment on fait pour
savoir dans quel monde on avance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre, qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir vendre, qu'est-ce que vont faire les gens, etc. Et la seule façon de faire ça, c'est demander à beaucoup de gens sur le terrain, et donc à l'intelligence collective, qu'est-ce qui va se passer. Parce que l'IA n'a plus rien à dire. Ça nécessite un facteur d'adaptabilité, en fait, que l'humain a et que l'intelligence artificielle, pour l'instant, en tout cas, n'a pas. Bien sûr, l'intelligence artificielle a besoin d'être entraînée sur énormément de données, alors que l'intelligence humaine est capable de capter énormément de signaux faibles dans son environnement pour réagir intelligemment. L'intelligence, comme disait Piaget si bien, c'est pas ce que l'on sait. L'IA, c'est beaucoup de choses, mais l'intelligence, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Voilà. Et du coup, quand on ne sait pas, eh bien, c'est l'intelligence collective qui va savoir quoi faire. Et donc, l'intelligence collective est un outil, un facteur de performance pour l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, tout se joue là-dessus. Les entreprises qui vont gagner à l'âge de l'information sont les entreprises qui vont être les plus intelligentes. Et la façon d'être le plus intelligent possible, c'est d'organiser l'intelligence collective latente dans l'entreprise. Maintenant qu'on a planté le décor, on va passer dans le concret avec 2 entreprises qui vont nous rejoindre. Et pour poursuivre le débat, je suis toujours en compagnie d'Émile Servan-Schreiber, directeur d'Hypermind. J'accueille Pierre-Olivier Brial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Manutan et partenaire de cette émission. Et puis en duplex avec nous, Stéphane Millet, DRH de Jeffco et cofondateur de l'Innovation Factory. Pierre-Olivier Brial, tout à l'heure, Émile disait finalement l'entreprise en soi, c'est une intelligence collective. Vous en aviez conscience, vous ? Non, peu. Non, c'est vrai que moi, j'ai découvert ce concept grâce à Émile. C'est pour ça que je suis vraiment ravi qu'il soit avec nous. Alors, oui, le fait qu'une entreprise, c'est effectivement une somme de compétences, etc. Mais je n'avais pas conscience à quel point ça s'organise, l'intelligence collective. Et ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais de temps en temps considéré le groupe, ou comme parfois même ralentissant, la réunion ralentissant la décision individuelle. Et c'est vraiment qu'en comprenant les mécanismes de l'intelligence collective, que ça demande un cadre, que ça demande une méthode, qu'effectivement, on en tire parti. Et j'ai découvert aussi qu'à certains moments, j'avais été dans une vraie séance d'intelligence collective dans le passé, mais sans comprendre que c'était une vraie séance d'intelligence collective. Voilà. C'était quoi comme type de réunion ? C'est des réunions où la décision qui est prise, vous vous dites, mais bon sang, c'est bien mieux que ce que j'aurais fait seul. J'imaginais pas en rentrant avec ce problème qu'on allait arriver avec une solution qui soit si complète. C'est-à-dire que seul, j'aurais probablement, ou à 2, apporté un angle. Et là, ce qui s'est passé dans le groupe fait qu'on a trouvé une solution complète. Et moi, souvent, je dis qu'on a souvent des paradoxes. Est-ce que je dois sortir tel produit qui est mieux, mais où j'ai moins de marge, ou tel sujet, etc. Et l'intelligence collective, c'est souvent arriver au haut du triangle. C'est de se dire, on passe d'une logique du ou. Ouais. Bon, ou c'est ça, ou c'est ça. Bon, et donc, vos intelligences, c'est binaire, ça se voit, à une logique du et. Parce qu'à 3... on a apporté un regard. Alors, il y a d'autres règles. Moi, je ne vais pas déflorer les règles que j'ai apprises grâce à Émile, mais le résultat final est meilleur que la somme des individus. C'est les Beatles, quoi. C'est pour ça que vous avez une direction qui est à 3 têtes ? Exactement. Ouais, c'est intéressant comme réflexion. Stéphane Millet, justement, vous, chez Jeffco, comment est-ce que vous êtes emparé de ces sujets d'intelligence collective ? À quel moment vous avez décidé de le faire ? Alors, Jeffco, donc 70 ans d'existence, un groupe international, logistique, transport. On a commencé à travailler sur l'intelligence collective lorsque nous avons travaillé sur notre ADN. Et en fait, lorsque on a fait tout un processus de révélation de notre ADN et de notre raison d'être, on a engagé très largement tous nos salariés. Et dans un processus, je dirais, assez itératif, qui est bien décrit par M. Servan-Schreiber, en fait. Et il faut visualiser un peu le caillou au milieu du lac avec les différentes ondes. Plus ça va, plus on élargit le cercle. Ça va jusqu'à la rive et puis ça revient. Donc il y a une idée de communication, il y a une idée d'aspect très très concentrique en fait, où tout le monde prend part à une décision sans pour autant, c'est la difficulté parfois, sans pour autant devenir une entreprise libérée. C'est-à-dire qu'on a des managers, on a des exécutifs qui dirigent l'entreprise. Et à un moment donné, même s'il y a de l'input, même s'il y a du feedback, même s'il y a de la communication, à un moment donné, quelqu'un prend une décision. La décision, elle doit être portée, bien sûr, par le collectif, mais quelqu'un la prend. Émile Servan-Schreiber, il faut poser comme ça des règles du jeu dès le début, avec une méthodologie précise pour que ça fonctionne ? Absolument. Alors la méthode, elle est assez connue. La recette de l'intelligence collective, c'est beaucoup de diversité d'opinions.
Ça ne sert à rien qu'on soit ensemble si tout le monde pense pareil, autant Oui. qu'avec un. Beaucoup de diversité pour justement pouvoir s'enrichir les uns les autres. Et puis, il faut aussi beaucoup d'indépendance d'esprit. Parce que ça ne sert à rien que chacun pense différemment si personne n'ose l'exprimer. Et souvent, dans des réunions, pour des questions de hiérarchie, pour des questions de grande gueule, pour des questions de tout ce qu'on veut, il se trouve que beaucoup de gens n'osent pas s'exprimer. Donc c'est comme s'ils n'étaient pas là du tout. Ou alors ils disent l'inverse de ce qu'ils pensent pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour ne pas être mis à l'écart. Et donc du coup, le processus, c'est encourager chacun à penser de la façon la plus indépendante possible. Curieusement, paradoxalement, on pourrait dire, le groupe n'est jamais plus intelligent que quand chacun pense de façon totalement indépendante. Et ensuite contribue le résultat de sa réflexion. Et après, il faut simplement être d'accord sur comment on va prendre la décision, étant donné qu'on a quand même sorti beaucoup de divergences, puisque beaucoup d'opinions différentes, chacun contribue indépendamment sans s'obliger à se conformer à l'idée des autres. Et donc, du coup, processus de décision qui peut être, comme le disait monsieur, que le patron prenne la décision, puisque c'est lui qui est en charge, finalement, de faire ce qu'il faut pour le collectif. C'est lui qui a la responsabilité du collectif. Donc, le collectif, dans ce cas-là, n'est pas là pour décider à sa place, surtout pas, mais pour l'informer de la meilleure façon possible pour qu'il puisse prendre la meilleure décision possible avec toute l'information disponible. Il y a le patron de HP, il y a quelque temps, qui disait « Ah, si seulement HP savait tout ce que HP sait ». D'accord. Toute l'information est là, il faut simplement mettre en place le processus pour qu'elle remonte jusqu'aux décideurs. Comment vous avez mis en place ces processus chez Manutan? Comment vous embarquez vos collaborateurs là-dedans? Alors, il y a un ensemble de règles. Nous, en fait, on a conjugué, on va dire, deux choses. Une part, tout un, je veux dire un cérémonial, en tout cas, un certain nombre de règles de réunion. D'accord. On démarre par une inclusion, donc s'assurer que tout le monde est là. On a un certain nombre de règles déjà pour faire en sorte que tout le monde soit à son aise. On a beaucoup utilisé le MBTI, nous. Qui est un des Alors allez-y, décrivez. le MBTI, c'est ce qu'on appelle des sociotypes, c'est-à-dire ça classe en fonction d'un questionnaire. On a 16 profils différents, mais qui est très intéressant, c'est que ça montre qu'on a des façons de penser différentes. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la différence. En gros, dans le MBTI, par exemple, vous avez la lettre I ou la lettre E, d'où vous prenez votre énergie. Le E va construire sa réflexion en parlant. Donc, et le I va d'abord réfléchir avant de parler. Faire une introspection avant voilà. de... Voilà. Ce qui peut faire que le I se dit mon sang, mais ça part dans tous les sens, et le E se dit mais enfin, il n'a rien à dire. Déjà, on a beaucoup travaillé ça. Et d'ailleurs, dans nos équipes de direction, on connaît les profils d'MBTI, on travaille là-dessus. Quelques règles de réunion. Et puis moi, j'ai appris quelque chose de très important grâce à Émile Servan-Schreiber, c'est faire en sorte que quand on a un sujet, souvent on a des experts du sujet, et on peut prendre la plus mauvaise décision du monde. Si vous avez que des non-experts, évidemment, ça va être compliqué. Donc, on essaye maintenant de mélanger experts et non-experts avec une règle que j'ai apprise, c'est que le non-expert doit dire une idée qu'il a qui n'a pas été dite par le groupe d'experts. Il doit le dire, c'est une obligation. Et les experts ont l'obligation de l'écouter. Et moi, j'ai observé ce processus, et souvent, vous avez le non-expert qui va poser une question et qui amène le groupe sur totalement autre chose. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, j'ai vu notre équipe à 3. J'ai compris rétrospectivement, parce que nous, on a fait beaucoup de travail à 3, qu'en fonction des sujets, effectivement, il y avait des décisions qu'on avait prises, parce que celui qui n'était pas expert du sujet, parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'expertise, allait poser une question qui faisait tilt. Et ça, moi, ça m'a beaucoup appris. Donc, c'est ce mélange de se connaître, nous, en tout cas, grâce au MBTI, un certain nombre de rituels, de règles de réunion, et puis cette règle très simple, mais qui est fondamentale et qui fonctionne. Chez Jeffco, vous avez un petit peu sacralisé tout ça dans une Innovation Factory. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça marche? Ouais, Innovation Factory, c'est une idée qui est arrivée assez rapidement, assez bien décrite d'ailleurs par le directeur général de Manutan, où finalement il faut abattre les silos et il faut associer dans un même projet des gens qui n'ont pas forcément l'expertise pointue du domaine considéré. Et l'autre point, c'était aussi de déverrouiller l'innovation de l'intérieur. On sait qu'on a des salariés qui sont très innovants. La première des difficultés était d'accéder à cette innovation. Donc, ce que nous avons fait, on a créé une Innovation Factory. On a formé nos 2000 managers. On a aussi mis en place toute
un ensemble de dispositifs pour l'idéation, hackathon, etc. Et donc, on a eu depuis 2018 presque 50 projets. Alors, je ne vous dis pas le nombre d'idées qui ont été soumises, mais 50 projets, 2 startups et une troisième startup qui est en fait développée à l'externe, puisqu'on pensait que c'était un peu trop éloigné de notre cœur d'activité. Mais le fait finalement d'abattre les cloisons, de se dire que la raison d'être est aussi le reflet de notre intelligence collective, de surfer sur quelque chose qui est très naturel chez Jeffco, qui est la gestion de crise, où tout le monde, tout à coup, se trouve et arrive à régler un problème. Tout ça nous a beaucoup aidé pour créer l'Innovation Factory et pour en fait avoir des résultats qui sont très très probants à ce jour. Et Stéphane, moi je voudrais que vous me donniez des exemples concrets quand même. Des exemples concrets alors où les gens, en temps de crise, arrivent à trouver des solutions extraordinaires. Ouais. Oui, mais ça, et c'est là où le sens, on parlait tout à l'heure d'intelligence collective, etc. Il y a un élément très émotionnel aussi dans l'intelligence collective. Il ne faut surtout pas négliger. Émotionnel au sens où les gens mobilisent leur énergie pour un sens particulier. Chez nous, c'est le service au client. Et donc, en France et ailleurs, vous savez bien, il y a des manifestations, des grèves, etc. Donc, on a tout à coup des gens qui se retrouvent et qui créent des choses assez fantastiques. Donc, comment faire passer des camions pour contourner une manifestation d'agriculteurs, par exemple, comment faire passer des camions pour qu'ils approvisionnent une usine automobile dans le Nord. Bah, tout à coup, on a une équipe qui est dans un entrepôt de caristes qui font du terrassement de ponts de manière à ce que les camions puissent passer. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y en a pas tous les jours, mais pas loin, parce que ce n'est pas un travail de routine. Donc il y a à chaque fois à trouver une solution très créative. Et pour revenir à Innovation Factory, on est sur de l'innovation collaborative. Pour nous, c'était super important de nous dire que c'était des équipes qui proposaient des idées et pas juste une personne. Et donc peut-être un exemple qui n'a pas marché, mais qui a été pour nous riche de leçons. En Roumanie, on a monté un projet, enfin c'est l'équipe roumaine qui a monté un projet qui était finalement de faire voyager des passagers qui prenaient des commutes réguliers d'un point à un autre, de les faire voyager avec des colis qui étaient destinés évidemment à des entreprises ou à des particuliers. Bon, l'expérience a duré 2 mois, puis ensuite on s'est aperçu que ce n'était pas finalement optimal, notamment pour des raisons d'assurance. Mais donc voilà, il y a eu aussi toute cette partie test, parce que dans l'innovation, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est de se dire il faut arriver à tester une idée jusqu'au bout pour comprendre à quel point elle peut être pertinente. Et puis, au fil de l'eau, on a aussi défini l'innovation. Je crois que c'est important parce que parfois, elle est très, très mystifiée. Enfin, en tout cas, ça devient un peu mythique. Donc, nous, on a dit l'innovation, c'est très simple. C'est une nouvelle idée qui fait du sens et qui est utile. Donc, du coup, ça a permis à toutes nos équipes, on a plus de 800 personnes qui ont participé à des projets, de l'Argentine à la Russie, en passant par la Chine, la Roumanie, la France. Et pour l'instant, on voit que ça déverrouille vraiment. Émile Servan-Schreiber, est-ce qu'on peut embarquer tous les collaborateurs ou il y en a qui seront toujours réfractaires ? Il y a toujours des réfractaires partout. Mais on peut embarquer un maximum de gens. Et surtout, on se rend compte que les entreprises les plus innovantes, ça c'est pas moi qui le dis, c'est PricewaterhouseCoopers, je crois qu'il y a un sondage tous les ans depuis une dizaine d'années, on se rend compte que les entreprises qui sont jugées par leurs pairs comme étant les entreprises les plus innovantes du domaine, ne sont pas celles qui dépensent le plus d'argent en R&D, ouais. mais celles qui incluent le plus de leurs collaborateurs dans cet effort créatif d'idéation, et non seulement d'idéation, mais aussi de filtre, parce qu'une fois qu'on a créé des centaines ou des milliers d'idées, il faut quelque part débroussailler, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Hein. Donc la deuxième partie du problème, c'est ensuite d'identifier parmi cette foule d'idées, quelles sont les quelques-unes qui vont vraiment faire avancer le schmilblick dans la bonne direction. Et ça, c'est à nouveau de l'intelligence collective, non seulement pour faire sortir les bonnes idées, mais aussi pour rendre l'implémentation de ces idées plus facile, parce qu'il y a plus d'adhésion au système. Il y a plus d'adhésion parce que plus de gens ont participé, donc du coup, tout le monde s'est senti pris en compte
Ceux qui avaient des mauvaises idées, ils ont bien vu qu'elles étaient éliminées par la majorité. Et donc, ils se sont dit, bon, finalement, je vais arrêter de me battre pour pousser mon idée si ça avance pas ici. Et puis, surtout, ça permet de voir, quand tout le monde donne son opinion sur les idées de tout le monde, ça permet de voir un peu comme quand vous passez votre corps au rayon X, vous voyez où est-ce qu'il y a des fractures, où est-ce que les os sont alignés, pas alignés, etc. Ça permet de voir quelles parties de l'organisation sont alignées et quelles parties de l'organisation risquent de bloquer pour cette même idée qui globalement a l'air très bonne, mais il y a une partie de la boîte qui, elle, n'y croit pas du tout, peut-être pour des bonnes raisons, peut-être pour des mauvaises raisons, mais si c'est des bonnes raisons, en tout cas, ça permet d'identifier très en amont les problèmes avant de se casser la figure. Donc c'est à la fois être créatif et en même temps donner une cartographie de comment on peut avancer sur chacune des idées qui ont été recueillies. Pierre-Olivier Brial, qu'est-ce que ça a changé pour vous en termes de management ? Alors ça a changé déjà. Moi je trouve que ça a effectivement aplanit les questions de hiérarchie, etc. C'est-à-dire déjà de dire quand on arrive dans une réunion, on vient avec ce qu'on est et il y a en fait la contribution ne dépend pas de la qualité, on va dire, hiérarchique de la personne. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que ça aussi, effectivement, comme une idée, c'est vrai que ça souvent maintenant, ça s'associe de cette question de test assez rapide. Ça a démystifié le problème de l'échec, qui était, parce qu'avant, on partait sur des projets très longs, etc. Donc aujourd'hui, comme c'est une idée, à partir du moment où le groupe trouve que c'est une bonne idée, on passe rapidement en test. Et nous, ce que ça a changé aussi, c'est qu'on a fait, alors c'est au-delà du management, mais de l'innovation utile. C'est-à-dire qu'on a lancé par exemple une solution qui s'appelle Save Inside, qui pour moi résume exactement ça. C'est-à-dire qu'on est parti du problème de nos clients, les acheteurs, à qui on demande souvent des choses qui peuvent être contraires, mieux acheter, mais à la fois respecter l'environnement, mais quand même moins cher, etc. Oui, voilà, c'est ça. Très compliqué. Et ça, moi, je trouve que j'adore ça. C'est hyper compliqué. Des injonctions contradictoires. L'être humain standard regarde le truc et va dire bon. Et puis là, collectivement, on s'est et avec des clients, enfin beaucoup en équipe aussi, on a dit mais comment on règle le sujet ? Et on a sorti Save Inside, qui est vraiment un outil de l'intelligence collective. Donc il y a un radar qui screen les différents axes, etc., qui permet de trouver l'optimum. Et après, très rapidement, on l'a testé. Et donc en termes de, donc c'est pas le chef ou le plus intelligent qui a dit que. Donc c'est le groupe. Du coup, l'adhésion derrière, elle est forcément énorme. Et en plus, l'innovation utile, c'est tellement agréable. C'est-à-dire que le problème de l'innovation, c'est qu'on a plein d'idées, mais que nous, on a eu comme plein mal de bois des innovations, des trucs très sympas, mais qui rapportaient rien. Et l'innovation utile, quand elle est construite en intelligence collective avec le client, alors là, après, derrière, ça donne une confiance. Ah oui, alors là, vous embarquez, en plus du collaborateur, vous embarquez le client. Mais de toute façon, aujourd'hui, on embarque le collaborateur, le fournisseur. De toute façon, à partir du moment où on dit la bonne réponse sera dans le groupe, alors où mettons la frontière, en fait. Et du coup, autant intégrer ses clients, autant intégrer ses fournisseurs. Alors, bien sûr, on adapte en fonction des sujets, mais ça crée une dynamique, ce qui est vraiment une dynamique positive. Et du coup, tout ce qui est co-construit en amont, le déploiement est beaucoup plus rapide. Alors qu'une pure équipe innovation qui travaille en chambre, nous, on a eu ce problème-là, c'est une équipe innovation. Alors déjà, ils sont un peu regardés par les autres. Sympa, eux, c'est super, ils sont en innovation. Moi, je me fais le quotidien. Quand l'équipe innovation arrive, elle est un peu attendue avec au coin du tournant. Ouais, bien sûr. Ça va être quoi, etc. Alors que là, comme on co-construit en amont, le déploiement est beaucoup plus rapide. Stéphane Millet, vous avez plusieurs milliers de collaborateurs à travers le monde. Comment est-ce que vous arrivez à mettre tout le monde à bord ? Tout le monde n'est pas à bord. Hein. C'est-à-dire tout le monde n'a pas une idée forcément et tout le monde ne veut pas forcément jouer le jeu. Je vous ai dit à peu près 800 personnes. Mais c'est en continu. Je reprends ce que M. Brial a dit. Hein, et je suis complètement d'accord avec l'expérience et qui pourrait être d'ailleurs tout à fait associée à ce que nous vivons ici chez Jeffco. La question de l'inclusivité, elle provient aussi de notre offre de déverrouiller de l'intérieur et donner les moyens. Et donner les moyens, c'est aussi montrer les exemples, comme vous disiez tout à l'heure, utiles. Donc, on a une start-up aujourd'hui qui s'appelle Movicar, My Car is There. Et en fait, c'est le concept de car as a service qui est associé avec une mobilité qui est un peu multimodale. Bon. C'est une équipe complètement pluridisciplinaire qui associe des salariés qui arrivent du monde entier. Et en fait, ces problématiques-là, elles sont vraies un peu partout d'une certaine manière.
Pour ce qui concerne le management et qu'est-ce que ça change, je pense que ça change deux choses. Comme vous le disiez justement, ça permet probablement d'être beaucoup plus lean et beaucoup moins hiérarchique. C'est-à-dire on est beaucoup plus cellulaire d'une certaine manière que pyramidal. Ça, c'est une vraie réalité. Deux, ça veut dire que le manager devient très coach et très management par le sens. Et ça, c'est clé chez nous et c'est ce qui, finalement, crée un engagement, un surengagement, une performance et une surperformance. Parce que on sait exactement comment aligner sa propre singularité avec la raison d'être de l'entreprise. Émile Servan-Schreiber, puisqu'on parle d'inclusion, dans votre livre Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences, vous montrez que plus il y a de femmes, j'aime beaucoup, vous montrez que plus il y a de femmes dans un groupe, plus celui-ci, il est intelligent. Sur quoi est-ce que ça se base, cette conclusion ? Oui, alors c'est pas moi qui le montre. Je raconte cette découverte fondamentale qui date On est bien d'accord. de 2010, donc c'est quand même très très récent. Curieusement, vous savez, le QI, ça a été inventé en France en 1905 par Binet. Par Binet. Et il a fallu attendre 100 ans pour que les scientifiques se disent, tiens, et si on mesurait le QI d'un groupe ? Alors quand ils ont fait ça au MIT, à Carnegie Mellon, ils se sont rendus compte que les groupes avaient des QI qu'on pouvait mesurer. Donc c'était aussi mesurable que dans un cerveau individuel. Mais qu'évidemment, il y a des groupes qui étaient plus intelligents que d'autres, aussi, qui avaient des plus hauts QI que d'autres. Et quand ils ont regardé de plus près, ils se sont rendus compte que ceux-là, c'était ceux qui avaient le plus de femmes. Donc plus la proportion de femmes dans le groupe augmente, et plus le groupe a un haut QI. Et un groupe avec que des femmes, ça change quelque chose ou pas ? Alors c'est un petit peu moins bien, mais bon, c'est... Non, mais c'est intéressant quand même. Dire que quand même... C'est comme ça. Il y a un petit retour à la moyenne, mais la vraie découverte, c'est quand même, il y a une vraie tendance. Moins de 50% de femmes, le QI a tendance statistiquement à être en dessous de la moyenne, plus 50%, c'est au-dessus de la moyenne. Alors, en fait, ça repose sur deux choses. Ce n'est pas juste une question de genre, c'est une question, comme disait Pierre-Olivier tout à l'heure, d'organisation de la discussion. Dans les groupes où il y a plus de femmes, statistiquement, il y a moins d'hommes pour essayer de monopoliser la parole. Donc, c'est la première chose. Vous voulez dire qu'ils ont tendance à monopoliser la parole, c'est ça ? Mais ça, c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Vous avez peut-être pu observer ça sur votre plateau. Légèrement. Et donc, eh bien, du coup, il y a une meilleure distribution du temps de parole, plus de gens peuvent s'exprimer, et il y a aussi une meilleure qualité d'écoute, puisque statistiquement aussi, les femmes ont une meilleure qualité d'écoute. Et ça se mesure aussi en psychologie. Ça s'appelle la sensibilité sociale. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'intelligence rationnelle du groupe qui va trouver des solutions à des problèmes compliqués repose non pas sur les QI individuels dans le groupe, mais repose sur l'intelligence émotionnelle de chacun dans le groupe, c'est-à-dire sa capacité à être à l'aise pour s'exprimer et surtout être attentif quand les autres aussi s'expriment, pour que l'échange puisse véritablement se faire. C'est ça qui va rendre le groupe intelligent. Et donc, ce n'est pas qu'une question de femmes, même si c'est assez marrant, etc. C'est plutôt que chacun exploite mieux son côté féminin. Eh bien, ça fait une très belle conclusion. Merci beaucoup, Émile Servan-Schreiber. Je rappelle que vous êtes directeur d'Hypermind, Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan et partenaire de cette émission, et Stéphane Millet, DRH de Jeffco, cofondateur de l'Innovation Factory. Smart at Work revient bien sûr au mois de janvier. Très bon week-end à tous.